go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down on the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 78e épisode du Facebook Podcast. Ça y est, c'est l'épisode de pas fin de la pré-saison, mais on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va faire notre liste des 53, on va parler des 2 premiers matchs de pré-saison qui ont eu lieu face aux Titans et face aux Saints. Et puis pour m'accompagner, évidemment comme d'habitude, Gonzague, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Hello. Une défaite face aux Titans, une victoire face aux Saints. Le bilan comptable, on s'en fout un peu, ça reste de la pré-saison. Kevin, je sais que tu as regardé très attentivement ces 2 rencontres. Qu'est-ce que tu en as pensé au global de cette pré-saison ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu, des choses qui t'ont déplu ? Forcément, c'est un peu contrasté. Il y a des bonnes choses, des vraiment moins bonnes choses. Je pense que offensivement, Josh Dobbs est un excellent choix. Face aux Saints, il a été extraordinaire. C'est un des rares qui a surnagé aussi face aux Titans. Je pense que le poste de QB2 est assez clairement pour lui. Il s'éclate dans ce système. C'est vraiment beau à voir jouer. L'inquiétude, c'est un petit peu cette ligne offensive où il n'y a absolument personne derrière les titulaires qu'on connaît. Je n'ose même pas imaginer si Trent Williams se pète pendant la saison. La catastrophe que ça pourrait amener. Par contre, on a... comment il s'appelle notre nouveau lineman, comment il s'appelle Dominique Puni. Kingston. Oui. Puni. Par contre, dans Dominique Puni, on a trouvé un joueur absolument exceptionnel. Il s'impose déjà comme un titulaire indiscutable dans cette ligne. Tout le monde passe à côté de lui, mais les gars qui se présentent face à lui, il n'y a personne qui passe. C'est assez formidable à voir. Donc voilà, du bon, du moins bon. Je pense que les postes de receveurs, on a vu un Jacob Cowing très, très intéressant. Un Chris Conley par moment aussi intéressant. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose. Donc encore là, c'est un peu inquiétant s'il y a du monde qui se blesse. C'est ça. Donc on a... J'oublie tous les noms, c'est l'enfer. On a un Ronnie Bell qui est absolument nulle part, qui est cataclysmique. Donc je pense que ça va aussi s'arrêter. Mais voilà, du bon, du moins bon, un petit peu inquiétant quand même par moment parce que je trouve qu'on a assez peu de turnover possible. Olivier ? Écoute, moi, la différence de Kevin, c'est que les matchs, je ne les ai pas vus en direct, comme on en parlait juste avant l'émission. Je ne vais pas faire semblant. J'ai regardé des bribes des 2 matchs. J'ai été, moi, ce que j'ai vu, c'est surtout le match de hier contre les Saints. J'ai trouvé que Dobbs était très très bon. Je l'ai trouvé, il a du gaz, il a des jambes. On a un numéro 1 bis. Franchement, là, sur ce poste-là, on a fait un superbe recrutement. Il m'a vraiment impressionné. Après, la ligne offensive, c'est toujours pareil. Normalement, c'est Trent Williams et que des bouts de bois autour de lui. Là, il n'est pas là. En plus, c'est la pré-saison. On ne va pas s'affoler non plus. Moi, j'ai trouvé exceptionnel Puni parce que je l'ai vu jouer. Je me suis attardé sur lui parce que c'est un des rares que j'ai bien compris quel était son numéro. 77. Donc, oui, c'est très intéressant ce qu'on le voit faire. Et en plus, je le trouve très, 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 très affûté. Ça va vite, ça volte, ça se retourne. Vraiment un joueur de talent. Pour le reste, j'ai vraiment apprécié le premier match, Jordan Mason, qui a fait un premier drive où il a montré à tout le monde qu'il avait le niveau NFL pour être titulaire dans une équipe, parce qu'on lui a donné le ballon à mode cheval de trait. Il a avancé. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très bon. Je suis content aussi de Schroeder, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises, Schroeder. C'est ça, voilà, que j'ai trouvé, c'est celui qui est pas drafté, c'est ça, le running back pas drafté, Oui. c'est celui-là. C'est ça. Voilà, donc c'est comme d'habitude, je l'ai trouvé plus que pas mal. J'ai été déçu de dire. Ben ouais, très surpris, je l'ai trouvé assez catastrophique. Moi, il est à 1,1 yard par course en 12 courses. Moi, je l'ai trouvé absolument nul, mais de chez nul. Donc, j'ai du mal. Ben, disons que quand il prend le ballon, il essaie de faire quelque chose. Malheureusement, quand tu as la ligne qui éclate devant toi, c'est pas évident. Et il fait pas tomber les ballons.
À un moment contre les Raiders hier, sur les Saints, pardon, il fait une tentative de réception à une main à 2 yards de la ligne. Tu sens qu'il y a quelque chose. Alors que tu as des receveurs, j'ai trouvé ça un peu quelconque sur ce que j'ai vu. Après, au niveau des Titans, j'en ai trouvé un qui était pas mal hier, donc j'ai pas retenu le nom. Je l'ai vu passer plusieurs fois et qu'il était. Saubert, peut-être. Comment tu dis? Saubert. Ouais, je crois que c'est ça. Jalen Voilà, un blanc, peut-être. Ouais, Non, il y a que Eric Saubert et Cameron Latou qui ont joué. C'est probablement Cameron Latou dont tu parles. Ça doit être Eric Saubert. Non, c'est pas Cameron Latou. Cameron Latou, je sais qu'on l'avait drafté il y a 2 ans, donc ça je m'en rappelle, mais l'autre, je le connaissais pas du tout, et j'ai trouvé qu'il avait des bonnes petites mimines par moment, donc à la différence des receveurs que j'ai trouvé un peu les mains dans le beurre. Ensuite, de l'autre côté, j'ai regardé vraiment des bribes. J'ai été un peu déçu de Dee Winters sur les angles de plaquage qu'il prend. Il s'est fait avoir plusieurs fois, et celui qui m'a fait kiffer parce qu'il a un style qui va me plaire, et c'est Malik Mustapha. Je l'ai vu faire un gros bisou au premier match à un mec des Titans à un yard de notre ligne. J'ai trouvé ça fabuleux. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu. Mais après, je rappelle à tout le monde, c'est de la putain de pré-saison, quoi. Donc voilà. Gonzague. Je vais pas insister davantage sur Joshua Dobbs, parce que je trouve que mes compères ont parfaitement résumé la situation à la position. Non, moi, en point positif, j'ai envie de mettre en avant des débuts assez prometteurs de manière générale. Alors, ça reprend un peu l'idée de Puny, d'un certain nombre de rookies que nous avons en notre sein. Puisque Puny a fait plutôt de bonnes choses. Malik Mustapha, sur le premier match, n'a pas été inintéressant en tant que tel. Et puis, il y a notre petit speedster receveur Cowing, qui a montré de très très bonnes choses hier. Donc, je trouve que, alors, on est vraiment très très en amont. Évidemment, on va pas faire un bilan dès maintenant, ce serait ridicule. Mais je trouve que les débuts quelques-uns de nos rookies sont assez, pour ne pas dire très satisfaisants. Donc ça, c'est un premier point. Le point négatif qui ressort, moi en tout cas, de cette pré-saison, ça va donner un peu la suite de ce que a dit Kevin tout à l'heure. C'est que je m'inquiète de manière générale, alors que Kevin faisait un focus sur la O-line, et à très juste titre, mais moi je m'inquiète de plus en plus de manière plus générale de notre profondeur de bande touche, sur lequel j'ai parfois l'impression, en travaillant notamment sur les 53 dont nous allons parler juste derrière, je me demande si on n'a pas régressé en fait à cette là-dessus. En gros, il va vraiment cette saison, encore plus que les années précédentes, prier un bon coup pour qu'on n'ait pas de blessures chez nos joueurs majeurs. Parce que sinon, ça risque de nous bouleverser considérablement la saison à venir. Évidemment, Olivier va me dire que c'est des joies de la NFL, mais alors là, je trouve que c'est marquant cette année. Donc, sur certains postes très importants, je pense à Edge, je pense à tight end, je pense à la O-line, il y a vraiment des postes où il faut vraiment prier pour qu'on n'ait pas de blessures majeures. Après, tu parles des tight ends notamment. On n'a jamais eu de profondeur au poste de tight end. Hein. Ça n'a jamais été l'idée. Hein. Pardon. Tout respect que je dois à Ross Dwelly, c'est pas de la profondeur quand tu es sur le terrain. Non, mais voilà. Et puis après, il y a aussi un truc. Aussi bien Kevin que Gonzague par rapport à ça. On peut pas avoir des joueurs à 25-30 patates la saison à tous les postes. Voilà. Donc là, donc il y a des moments où on peut pas payer tout le monde, garder tous nos titulaires. L'année dernière, je rappelle qu'on avait 483 All Pro, machin bidule. On peut pas avoir aussi des remplaçants au même niveau. Donc il faut quand même, et je vais refaire ma spéciale, je l'ai pas encore faite cette année. Il faut faire confiance aux les laisser travailler pour voir ce qui va se passer avec les mecs qui se font derrière. Voilà, tout simplement. Alors, on a une progression fulgurante. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de blessés, tout va bien, on a une équipe incroyable. Le problème, c'est que il faut limiter le plus possible le gap entre le niveau des titulaires qui est incroyable et le niveau des remplaçants qui apparaît vraiment très bas sur certains postes. Et ça fait peur parce qu'il y a un gap trop important entre certaines stars et leur backup direct. Mais parce que c'est des stars aussi.
parce que c'est des stars. Alors, Tu regardes partout en NFL, dans tous les effectifs, les stars, s'ils se pètent, c'est la merde derrière. Mais c'est dans toutes les équipes. Et je parle même pas des quarterbacks, qui évidemment, quand un quarterback se pète, c'est la fin d'une saison. Mais tu regardes aux Chiefs, Kelsey se pète, c'est la mort, c'est terminé. mais on est d'accord. Chris Jones se pète, la saison, elle est finie. C'est pareil pour tous les postes, pour toutes les équipes. Dès que tu as une superstar, le backup est évidemment loin du niveau. Oui, mais alors là, vous avez raison. Je dis pas l'inverse. Attends, juste pour terminer, en fait, ce qui m'inquiète en termes de profondeur, et je pense que Kevin va certainement abonder dans mon sens, parce que c'est comme ça que j'ai interprété son discours, c'est que en fait, je sens un déséquilibre au niveau des postes. On va y venir plus tard, mais on va voir qu'il y a des postes où il n'y a aucune profondeur du tout, et d'autres postes où là, pour le coup, il y a carambolage de très bons joueurs. C'est ça, en fait, il y a un problème d'équilibrage en fait au sein de notre équipe. Il y a vraiment des positions où le manque de profondeur est criant et d'autres où il y a trop, quoi. Les limites, il y a trop. C'est ça que je veux dire, c'est un problème d'équilibre. Je trouve qu'il y a certains postes où on a une superstar et derrière lui, c'est un gars qui ferait même pas les 53 ailleurs. C'est ça le gap que je trouve trop important sur certains postes. C'est compliqué. Moi, je trouve ça criant sur la O-line. Les autres postes, je suis pas nécessairement d'accord. Ouais, voilà, parce que c'est en même temps, je veux dire, c'est qui le remplaçant de Mahomes? C'est qui le remplaçant de Kelsey? Carson Wentz, quand même. Ouais. Bah, Joshua Dobbs, hein. Voilà, honnêtement, je préfère 600 fois avoir Sam Darnold ou avoir Joshua Dobbs que d'avoir Carson Wentz. Hein, je veux dire, voilà, à mon humble avis. Hein. C'est pour ça, tu sais, je veux dire, c'est super compliqué d'avoir, comme tu dis, qui n'est pas un gap trop important. C'est super compliqué. Donc, on a la chance d'avoir des super joueurs en tant que titu. Mais c'est vrai que c'est obligatoire, et c'est là, je pense qu'on est plutôt d'accord avec Elliot sur le concept que tu ne peux pas avoir et des titus et des remplaçants au même niveau, parce que sinon, il faudrait qu'on ait salary cap à la PSG, quoi. Donc, c'est impossible. Mais d'accord, mais spoiler dans ce cas-là, ce que je veux dire, spoiler, on a honnêtement 4 à 5 linemakers qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle franchise NFL. On a 3 running backs qui seraient titulaires dans n'importe quelle franchise NFL. Là-dessus, il y a presque embouteillage. Et je ne parle même pas du poste de receveur où c'est embouteillage complet. Et alors, bonne chance au staff pour choisir dans les receveurs tellement qu'on a de bons joueurs. Mais à l'inverse, et là j'abonde complètement du côté de Kevin, la O-line, c'est cata. Le poste de defensive end, c'est cata. Je suis désolé. Alors qu'à l'inverse, par exemple, le poste de defensive tackle, pour le coup, il y a un peu plus de variété. Tu vois, donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un problème d'équilibrage qui est évident. Le poste de cornerback, on l'a vu l'année dernière, il y en a un qui se pète, c'est Ambry Thomas qui rentre. C'est trop faible derrière, c'est beaucoup trop faible sur certains postes importants, je trouve. On verra bien, seul le temps nous le dira. Moi, mon avis sur la pré-saison, j'ai pas vu le deuxième match, le match d'hier contre les Saints. J'ai vu le premier contre les Titans en direct. Bah, c'est de la pré-saison, donc globalement, je me suis fait chier. Mais sur les joueurs en soi, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. En fait, il n'y a personne qui... C'est de la pré-saison, du coup, comme à chaque drive, c'est pas les mêmes joueurs, c'est difficile de vraiment garder en tête ce qui se passe. Tu gardes des flashs, tu gardes des actions. Défensivement, évidemment, Olivier en a parlé, Malik Mustafa avec son gros plaquage, et puis il y a eu des choses de pas mal. Moi, j'ai bien aimé certains passages en défense de Curtis Robinson sur le premier match, que j'ai trouvé intéressant en tant que leader au poste de linebacker. Voilà, il y a eu quelques petits trucs comme ça, mais j'ai rien vraiment retenu de fou. Si, évidemment, la O-line, c'est la grosse merde si on a des blessés. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien qui m'a frappé. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé et que j'ai trouvé très bon, c'est une sorte de mea culpa pour moi, il s'appelle Reynaldo Green. Je l'ai un peu jugé durement à la draft et il a fait notamment une action de très très grande classe hier contre un des receveurs titulaires des Saints. Je ne sais plus lequel, et il lui arrache le ballon. Il sauve vraiment un first down. Il a été excellent, vraiment propre sur l'homme. Et puis dans les mêmes postes, Rocky Yassin aussi, qui était plutôt intéressant sur le premier match, j'ai trouvé. On semble avoir fait des bons choix en termes de cornerback pour la saison à venir. Et moi, je vais faire un mea culpa dans l'autre sens aussi, comme le disait, je crois que c'est Olivier, ou je ne sais plus si c'est Olivier ou Kevin qui disait ça. J'étais le premier à le défendre, mais Ronnie Bell, c'est plus possible. Voilà. Merci. Non, mais après, tu vois. Après, on peut parler de Ronnie Bell, on peut parler de Danny. Vas-y.
c'est rigolo ce que tu dis, Kevin, parce que tu viens nous expliquer qu'il n'y a pas de profondeur au poste de cornerback et tu nous donnes 2 cornerbacks là. Donc c'est pour ça que je te dis, Non, mais je te parlais de l'année dernière en exemple que des fois il y a un gap trop important. D'accord. Non, parce que là, c'est pour ça que je te dis là, Là, ok. cette année, ça semble quand même mieux parti à ce niveau-là. Voilà, ça va. Ok, parfait. Donc j'avais pas bien compris, c'est pour ça. C'est le décalage horaire entre le Québec et le sud-est de la France. Alors, il y a juste un joueur aussi sur lequel j'aimerais quand même un peu taper, puisque tu as tapé sur Ronnie Bell et à juste titre Elliott. Mais petit message à notre Loïc Damour, s'il nous entend, s'il nous écoute, Danny Gray, ça suffit. Parce que sa réception plus que douteuse en fin de match hier, non, ça t'as pas le droit. T'as pas le droit. Le ballon, il est dans les mains, elle est même pas surdosée. Le mec arrive avec ses savonnettes à le rater. Heureusement qu'il le reprend derrière, parce que sinon je lui en aurais collé une dans la gueule. C'est Danny Gray, c'est plus possible. Arrête le foot américain. Une bonne fois pour toutes. Danny Gray, ça fait 2 ans que plus personne le défend. Il faut arrêter les bêtises. Il va sortir à la teinture UFL et puis il n'y aura pas de problème, c'est pas grave. Et voilà, il va aller jouer en XFL à Birmingham et puis il va être bien, quoi. C'était juste un petit message pour notre Loïc Damour, parce que là, voilà. Je sais qu'il le défend, on l'embrasse de là où il est, mais. On l'embrasse comme s'il était mort. Petit enfant. Non, mais quelle horreur ce Danny Gray, quoi. Moi, j'ai une question à poser, c'est qui est Loïc? C'est un mec qui était là au début avant que Gonzague arrive. Gonzague l'a mangé. Par mes tirades. Exactement. Par mes tirades. Il a entendu Gonzague parler trop longtemps, il a fait allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Il voulait un format de émission d'une demi-heure. Avec moi, il s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire moins d'1 heure, donc du coup, il est parti. C'est ça. On va passer au vif du sujet, les 53. Bon, Gonzague et Kevin ont fait leur 53, moi également. Olivier, il verra bien, il va improviser. Olivier, en fait, à chaque poste, il va nous dire des joueurs et puis on va faire le compte à la fin et ça fera 62 joueurs. En fait, il attend qu'on cite les joueurs et il va faire sa popote derrière. En fait, c'est pour ça qu'il veut passer en dernier. Exactement. J'assume totalement pour les gens qui nous écoutent. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas révisé l'émission. Parce que moi, je travaille, mais je n'ai pas une vie de potachon comme ces trois. Je préfère rien dire. Ouais. J'essaie de faire mes horaires. Je dis rien, c'est mieux de rien dire. On commence évidemment par le commencement, le poste de quarterback. Bon, je spoilais personne, tout le monde a Brock Purdy dans son équipe. Combien de quarterbacks vous avez pris et puis qui vous avez pris, Kevin? Moi, j'en ai 3. En numéro 2, Josh Dobbs, qui semble s'être vraiment imposé. Ça fait pas de doute. Et puis, comme je disais, il est vraiment parfait dans le système Shanahan. Et puis, en 3e, j'ai décidé de surprendre avec Tanner Mordecai. Parce que je l'ai trouvé vraiment très intéressant hier soir. Il a apporté quelque chose. Là où Brandon Allen avait du mal à trouver ses cibles, lui, il a vraiment apporté un truc sympa. Et je pense qu'avec ce qu'il montre, on est un peu dans un même système qu'avec Brock Purdy. Alors, je m'explique. On ne pouvait pas vraiment mettre Brock Purdy, on ne pouvait pas vraiment couper Purdy et le mettre sur le practice squad sans se le faire voler. Et j'ai l'impression qu'avec Mordecai, on est sur le même ordre d'idée. On l'avait mis sur le practice squad. Ah ouais? Ouais. Il semblait qu'on... En tout cas, je pense qu'on... Il a passé les 2 premières semaines avant la blessure. Les 2 premières semaines avant la blessure de Trey Lance, il est sur le practice. Sûr et certain. 100%. T'es sûr? Parce que 2 semaines sur practice squad. Et il fait 2 semaines sur practice squad et il se fait élever avant la blessure de Lance. On n'avait que 2 quarterbacks à ce moment-là. Dans l'effectif, on n'avait que Lance et Garoppolo. Je me souviens très bien de l'affiche où il fait partie des 53 au début. Ouais, moi aussi. Moi, il me semble très bien, mais en tout cas, on a vérifié. Mais je pense qu'avec Mordecai, on est dans ce cas de figure-là. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment se permettre de le laisser sur le practice squad. Et Brandon Allen, personne ne va aller le chercher de toute façon. Donc, j'irai avec Mordecai entre eux. Gonzague? J'ai exactement les mêmes que Kevin. J'ai pris Mordecai plutôt que Brandon Allen, qui est pourtant un très bon joueur d'effectif. C'est important pour un numéro 3. Parce qu'en effet, il y a un côté avenir. J'ai pas peur que Brandon Allen soit réclamé sur, en effet. Donc, je pars sur Mordecai pour les mêmes raisons que Kevin. Pourtant, moi qui crois beaucoup en ce joueur, j'ai été moins emballé que Kevin sur le match d'hier. Il nous fait notamment à un moment une passe dégueulasse qui a 2 doigts d'être interceptée. Mais je pense, pour l'avoir vu quand même à Wisconsin, que c'est quand même un bon quarterback. C'est un joueur d'équipe également. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas un bon quarterback numéro 3 NFL. Donc je privilégie la jeunesse. Je pars sur Mordecai pour la même raison. Olivier?
Moi, je fais pareil qu'eux, mais Mordecai juste parce que le nom, il me plaît. Et ben moi j'en ai trop aussi, mais j'ai pas Mordecai, j'ai Brandon Allen parce que Mordecai, moi je vois pas grand chose. Et que contrairement à Kevin, je pense que si on le fout sur le practice squad, tout le monde va s'en battre les reins et personne va aller le chercher. Le poste de running back, vous en avez combien, Kevin? Combien et qui? Moi, évidemment. J'en ai 4. Donc évidemment Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Jordan Mason et Matt Breida, que j'ai trouvé très intéressant hier soir aussi face aux Saints. Gonzague. Et Cody Schrader, je le laisse partir. Pour moi, c'est juste une chair à canon. Il n'a absolument rien montré pour moi. Au retour, c'était mauvais. À la course, c'était mauvais. Merci, au revoir. Gonzague. Alors j'en ai 4 également. J'ai en effet CMC, Mitchell et Mason. Et contrairement à Kevin, moi j'ai Cody Schrader, qui même si je suis d'accord avec Kevin, n'a pas montré toute l'ampleur de ce que je crois qu'il est capable de faire pour l'avoir bien vu jouer comme il faut en NCAA. Je pense qu'il est capable de beaucoup mieux et que je pense que Shannon en est conscient. Donc je pense qu'il fera partie des 4. Et Matt Breida, on l'a vu, les circonstances de son arrivée. Pour moi, il est là pour se battre pour un roster, mais il ne fera pas le roster. J'y crois pas. Donc, je pars sur ces 4-là. Olivier. Moi, ça sera CMC. En deuxième, c'est une évidence, ça sera Mason. En troisième, Breda. En quatrième, Schroeder, parce que Mitchell, il va encore se blesser la semaine prochaine. Pourquoi pas. Moi, j'ai, comme Gonzague, j'ai McCaffrey, Mitchell, Mason et j'ai Cody Schrader également. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose depuis le début de la pré-saison, mais il ne faut pas oublier qu'il a couru derrière Riri, Fifi, Loulou et le petit frère de Loulou. Et que si on lui met un petit peu de meilleurs joueurs devant lui, je pense qu'il peut faire aussi des meilleures choses. Après, ça reste un running back numéro 4, donc il ne va pas prendre de snap, clairement, à part dans un garbage time plus. Petit rappel également, notre running back qui a été drafté, Isaac Guerrero, est blessé, hein, donc évidemment il n'est pas dans la discussion pour faire l'effectif. Fullback, je fais aucun mystère, tout le monde a un fullback, tout le monde a le roi Kyle. On passe à la suite. Receveur, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Kevin, combien et qui? Donc j'en ai 6 avec Brandon Ayuk. Je n'ai pas trop de doute qu'il va revenir. Je prends Chris Conley, je le trouve très intéressant. Je prends Jacob Cowing, qui lui aussi a fait une très bonne pré-saison. Jawan Jennings, Ricky Pearsall et Deebo Samuel. Gonzague. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai exactement le même nombre, exactement les mêmes joueurs. Olivier. Bah, moi, vous savez que j'ai pas révisé, mais hormis Ayuk, je sais pas. Les autres, c'est les noms qui me seraient venus, qui me paraissent évidents. Moi, je mettrais Deebo en 1 et Jennings en 2 si Ayuk qui se casse. Et sinon, pour le reste, le petit Pearsall qui va participer à la fête. Et oui, c'est ce qu'ont dit les copains, ça me va très bien. La seule incertitude je rajoute juste ça. C'est que Conley, j'attends de voir, parce qu'on va sûrement voir Robbie Chosen Anderson la semaine prochaine pour le dernier match de pré-saison. Est-ce qu'il peut faire un coup d'éclat et aller taper Conley? Je ne sais pas. Il est fini. Probable. Et Trent Taylor, on s'en débarrasse. La seule qualité qui lui reste, c'est d'être ami avec George Kittle. Donc, merci. Globalement, c'est ça. Merci, au revoir Ronnie Bell. On va te mettre sur le practice squad, mais tu ne serviras à rien. Merci, au revoir Danny Gray. J'ai les 6 mêmes que vous. Ça a été un de mes changements justement d'hier, parce que moi j'ai préparé mes 53 hier soir. Hein, pour votre information, on enregistre le lundi soir 19 août. Moi j'ai pas vu le match de pré-saison dans l'année du 19 au 20. Et j'avais pas Cowing pour la simple et bonne raison que j'avais eu des rapports comme quoi il était blessé, ce qui finalement n'est pas le cas. Il n'avait pas participé au premier match, donc je pensais qu'il était blessé. Et il est sur le terrain. Il aurait été dispo sans jouer, je l'aurais mis quand même parce que c'est un mec qui est drafté et c'est un mec qui a des qualités. Je l'ai rajouté du coup à la place de Ronnie Bell qui a été encore une fois nullissime. Ronnie, je t'ai défendu, t'as fait une bonne saison rookie, mais là c'est plus possible. Le poste de tight end, Kevin. J'en prends 3. George Kittle, Cameron Latou et Eric Saubert. Peut-être petite incertitude avec un 4e qui pourrait être Braden Willis parce qu'il est très important sur les special teams. Donc 3 à 4. Gonzague. Alors j'en ai 3, mais j'ai pas du tout les mêmes que Kevin. C'est ça qui est intéressant. Puisqu'il a pas George Kittle. J'ai pas George Kittle. Si, évidemment, j'ai George Kittle, j'ai Braden Willis et j'ai Jake Tonjes en 3.
parce qu'il a montré de bonnes choses tant en bloc qu'à la réception. Il a été essayé en fullback également, donc il peut être un complément en cas de blessure de Yuksek. Donc Tonjes n'a pas été mauvais du tout, il a joué pas mal de snaps d'ailleurs. Et Braden Willis parce qu'il est très bon au bloc dans notre système de course. Donc je sacrifie en effet à la grande surprise notre tight end du 3e tour de l'année dernière, voilà, qui est donc sacrifié. Olivier? Ben alors là, j'ai un peu le doute sur le nom que m'a donné Gonzague, là, si c'est pas celui que j'ai vu hier. Parce que comme je vous ai dit que Tonjes, je sais pas celui que j'ai vu, celui qui a joué hier qui a été pas mal. Sobert. Vous êtes sûr que c'est lui? Ouais, c'est Sobert. Ouais. Il était vraiment très bon hier. Ouais. Lui, je l'ai trouvé très très bon. Lui, donc George Kittle, bien entendu, on ne pose pas la question. D'ailleurs, un petit bisou à ma petite Shona. Donc, tu prends le maillot de Kittle comme je t'ai dit, ma belle. Olivier, voilà. il est sur Skyrock, il fait des dédicaces, c'est sûr. Bien sûr que j'ai fait des dédicaces. Tu crois quoi? Le D-Fool du foot américain, quoi. D-Fool. C'est moi le D-Fool, c'est moi qui présente. Olivier, c'est Romano. Voilà. Non, moi je suis le doc, moi. Tu n'as pas connu, tu n'étais pas né, toi, quand c'est sorti. Donc, D-Fool. C'est Maurice. Voilà, donc. C'est Maurice, Olivier. Maurice de Skyrock. Et donc, bonne nuit. Bon, Gonzague, on peut faire une émission sérieuse, s'il te plaît? Bon. Donc, oui, Kittle, Sobert et le 3e, moi je prendrais Brandon Willis parce que même si l'autre il est costaud, enfin, l'atout pour l'instant, ça m'a pas impressionné. Mais Willis, il est sur ce qu'on l'a vu jouer, les blocs, tout ça, moi je le trouve plus intéressant pour ça. Et dans le jeu qu'on est amené à proposer à San Francisco, ça peut être très important. Donc, et s'il faut prendre un 4e, j'irai prendre l'atout. Mais après, voilà. Eh ben moi j'en ai 4 dans mon effectif. J'ai évidemment Kittle, j'ai Sobert, j'ai l'atout et j'ai Willis. Kittle parce que c'est Kittle, Sobert parce qu'il a montré c'est vrai des belles choses, l'atout parce que j'y crois en pure réception, et Braden Willis parce que c'est un pur bloqueur et qui va prendre pour moi le rôle qu'avait Charlie Warner l'année dernière, à savoir juste je vais faire du bloc et on m'en demande pas plus, mais ça va être très bien. Petite dédicace aussi à Mason Pline qui sera sur le practice squad je pense, non drafté. Il y a des choses intéressantes de ce que j'ai vu, au moins des camps, il a pas beaucoup joué, mais ancien basketteur, des bonnes mains, très grands, pourquoi pas un projet à développer dans le practice squad. La ligne offensive là, Kevin. J'en ai 10 en tout. Donc j'ai Trent Williams, Jalen Moore, Aaron Banks et Jared Kingston que j'ai trouvé excellent. Jack Brendel, Ben Barch, Spencer Burford, Dominique Puni, puis Colton McKivitz, qui est d'ailleurs catastrophique en pré-saison, j'ai un peu peur, et Nick Zakelj. Gonzague. Moi, j'en ai que 9 pour équilibrer mes 53. J'ai Trent Williams, McKivitz, Banks, Brendel, Puni, Feliciano, Burford, Jalen Moore, et j'étais hésitant entre Zakelj et Kingston également pour les mêmes raisons que tu as évoquées, Kevin, parce que j'ai beaucoup craché sur lui au moment de la draft. Il a presque été l'un des moins mauvais, à défaut de dire le meilleur, sur le terrain, mais je vais privilégier le côté je sais jouer à tous les postes de Zakelj. Donc je pars sur Zakelj en 9. Olivier. Bon, on va garder les titulaires qu'on avait, hein. Donc ce sera déjà pas mal. On met Puni sur le terrain. Burford, il revient de sa main cassée, il sera là ou pas? Normalement, oui. Oui, il devrait être là. Et Banks, c'est quoi qui couinait chez Banks? Il va être là week 1 aussi. Ouais, parce que même si j'ai pas tout suivi, je sais qu'il y en a qui ont été blessés. Donc on part du principe que Banks sera titulaire. On repart sur la ligne qu'on avait l'année dernière. On remplace juste Burford on fait Burford par Puni, et ça nous fait qu'on a Burford, Moore et Feliciano qui sont les remplaçants naturels. Ça en fait 8. Et après, honnêtement, j'ai rien vu sur ce que j'ai vu. J'ai rien vu d'exceptionnel de qui que ce soit. Donc, si vous me dites Kingston ou Zakelj, ça sera vraiment un pile ou face pour moi.
Et moi, j'en ai 9, et ça va être à une exception près les mêmes que Gonzague. Donc, évidemment, McKivitz, Williams, Banks, Pooney, Brendel, Burford, Feliciano. Jalen Moore à contre-cœur, mais je le trouve vraiment pas bon. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment mieux? Et moi, je pars par contre sur Jared Kingston et pas sur Nick Zakelj, parce que je trouve qu'il a montré quand même des choses intéressantes. La ligne défensive, on peut faire poste par poste. Defensive tackle, pour commencer. Kevin. J'ai Malik Collins, Javon Hargrave en titulaire. Je garde Kevin Givens. Et j'aurais aimé Kalia Davis, mais il va très mal. Il sera pas là. Ouais, il s'est bien blessé. Ouais. Donc ce sera T.Y. McGill pour faire le nombre. Gonzague. Alors, c'est là où justement j'avais une différence avec Kevin. Pour équilibrer les 53, moi j'en ai 5. En fait, j'ai Hargrave évidemment, Malik Collins, Kevin Givens, Jordan Elliott et T.Y. McGill. Olivier. Moi, j'ai les 4 mêmes que Kevin. Et ben moi, j'en ai 4 aussi, mais j'ai du coup évidemment Malik Collins, Kevin Givens, Javon Hargrave, et j'ai Jordan Elliott plutôt que T.Y. McGill, personnellement. J'aime beaucoup T.Y. McGill, mais je pense que Jordan Elliott a plus d'expérience à apporter à l'équipe et une connaissance de la ligue. En général, pour être backup, c'est pas mal. Et évidemment, je suis comme Kevin, j'aurais beaucoup aimé avoir Kalia Davis qui a montré des belles choses, notamment sur le premier match, mais il s'est pété. Mais McGill, c'est celui qui a explosé Spencer Rattler hier et qui récupère le ballon. Oui. Ouais. Donc ça va, je me suis pas trompé. Parce qu'après, voilà, je précise aussi que je sais pas sur quoi vous avez vu les matchs, mais moi, la diffusion sur DAZN, elle était bien dégueulasse. Donc pour arriver à voir qui sont les joueurs et tout, c'était un peu rock'n'roll, c'est ce que j'ai pu voir moi. Donc voilà, excusez-moi aussi si je suis pas très précis sur les joueurs. Le poste de defensive end, Kevin. Ici, j'en ai 5, donc avec Leonard Floyd et Nick Bosa en titulaire. Je garde Gross Matos et Robert Bill en backup direct. Et puis, je garde Alex Barrett en couteau suisse pour jouer des deux côtés. Gonzague. C'est là où justement je m'inquiète terriblement de la profondeur, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en effet, moi, j'en ai que 4 pour le coup, et c'est vraiment me tirant les cheveux, puisque Bosa, Floyd, Gross Matos et Robert Bill, auquel je ne crois pas du tout. On a 2 gros defensive ends strong side et 2 rushers, et c'est tout. C'est très inquiétant à cette position, je trouve. Olivier. Moi, je suis comme d'habitude, je suis d'accord avec Kevin. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ce qu'on a en plus. Bon, Gross Matos, on est obligé de le garder. Vous savez que ça, il y a aucun doute là-dessus. Et non, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Et moi, j'en ai 4. J'ai les mêmes que Gonzague, mais contrairement à Gonzague, moi, Robert Bill en backup, ça me va. C'est pas un foudre de guerre, mais il a montré des très belles choses. Tu peux pas dire, je trouve qu'on peut pas dire qu'il soit mauvais parce qu'il n'a jamais vraiment eu l'occasion de jouer. Le peu de temps où il a joué, notamment en fin de saison dernière, je trouve qu'il a été intéressant sur le peu qu'il a fait. Et je rejoins Kevin qui était très partisan de Robert Bill l'année dernière au tout début de la saison et qui voyait du potentiel en lui, et je le vois aussi, donc je suis plutôt d'accord avec ça et je suis pas si inquiet que ça. Petite pensée à Drake Jackson, je pense que là on va commencer à se dire que c'est terminé pour lui, là c'est plus possible. Oui. Le mec est pas foutu de foutre un pied sur le terrain, on dirait. Si Elijah Mitchell doit finir ses jours comme le pensait Loïc, mon pauvre Drake, t'as pas grand chose à espérer pour la suite. Et puis en plus, là, à part la semaine 1 l'année dernière où il a complètement explosé, même quand il était sur le terrain, il était vraiment pas bon et assez transparent. Donc, blessé ou pas blessé, il est de toute façon pas bon. C'est ça. Le spoiler, moi, ouais. Vas-y, Kevin. Ouais, spoiler, je serais très surpris que, comme l'année dernière, on ne monte pas un trade pour un joueur majeur à cette position en cours de saison si on joue le titre. Alors, à la différence, je trouve, de l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait du coup évidemment Bosa d'un côté, et de l'autre côté, on avait Drake Jackson qui a fait une bonne semaine, mais derrière, tu avais Randy Gregory, tu avais Clelin Ferrell, qui sont des joueurs tous moins bons que Leonard Floyd, et on avait besoin d'un titulaire. Là, je trouve que notre titulaire, on l'a. En fait, Leonard Floyd est un titulaire. À voir, ce serait pas forcément le poste où je dirais qu'on a le plus besoin d'un trade. Je suis d'accord avec toi. Le poste de linebacker, Kevin, t'en as combien ? J'en ai 5 à nouveau. Évidemment, Fred Warner. Alors, j'aurais eu Dre Greenlow, évidemment, mais il est blessé pour le moment. Il reviendra plus tard.
Je prends Dee Winters, qui est un peu le tube de l'été chez nous. Je garde Jalen Graham, je pense qu'il y a du potentiel. Je garde Flanagan Falls et Devondre Campbell, qui semble être destiné titulaire en première semaine. Gonzague. C'est vrai que la blessure de Greenlow nous facilite la tâche, parce que là, pour le coup, à ce poste, c'est l'embouteillage complet. On a un choix qui est très vaste. Moi, je suis parti sur Warner, Campbell, Winters, et en fait, j'en ai 5 et j'en ai 3 sur lesquels il faut pour 2 places, que sont Graham, Flanagan Falls et Curtis Robinson. Et je vais partir pour des raisons logiques sur les 2 premiers. C'est très sévère pour Curtis Robinson qui a fait un très bon match face aux Titans. Mais je sens que c'est typiquement ce genre de joueur qui ne brille qu'en pré-saison. Donc voilà, donc résumé, Warner, Campbell, Winters, Graham, Flanagan Falls. 5 joueurs. Olivier. Moi, c'est le poste que je ne peux pas trop parler parce que moi, je veux des Greenlow. Voilà. Non, mais après la liste qu'a donnée Gonzague, c'est ça, de toute façon. C'est Fred Warner, un chef d'orchestre. On a recruté à ce poste, et il faut que Winters y joue. Donc, et Flanagan Falls, juste parce que ça ferait un peu les pieds à Elliott. Voilà. Non, j'ai fait mon mea culpa sur Flanagan Falls. J'ai fait mon mea culpa. Non, mais voilà. C'est vrai que c'est un poste où on a abondance de biens. Donc, à voir comment ça va se goupiller. De toute façon, il faut savoir que celui qui va commencer sur le terrain avec Warner, il est juste là de passage. Il faut qu'il le sache. Voilà. Il est juste toléré le temps que Dédé revienne. Et moi, du coup, j'en ai 5 également. J'ai les mêmes que Kevin et Gonzague. Warner, Campbell, Winters, Graham et Flanagan Falls. J'ai rajouté Graham un peu au dernier moment par rapport à ce que j'ai vu des stats et des commentaires sur son match contre les Saints. Il a l'air d'avoir fait un super match. J'ai échangé avec Curtis Robinson. Comme tu dis, Gonzague, c'est dur pour Robinson, mais je pense que il est à sa place entre les 53 et un practice squad. Et même si c'est un joueur correct, il aura du mal dans sa carrière NFL à aller plus haut, à part s'il trouve un effectif où il y a un vide monumental à ce poste-là. Cornerback, Kevin. À nouveau 5. Donc, Reynardo Green, Deomodore Lenoir, Charvarius Ward, Isaac Yadom. Et j'ai longuement hésité entre Darrell Luther et Rock Yassin. Mais je pense qu'on va y aller avec un peu plus de potentiel chez Darrell Luther. Gonzague. Et ben moi, j'en ai 6. Et contrairement à Kevin, je ne me suis pas autorisé un doute. J'ai donc pris les 6, Ward, Lenoir, Green, Luther, Yadom, Rock Yassin et Green. Olivier. Déjà, il n'y a plus Ambry Thomas, donc c'est déjà pas mal. Donc, attends, il est que blessé, il va revenir dans la saison. Non. Lui, il n'est pas obligé de revenir. Non, après, en même temps, là, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas pléthore de choix différents. On va pas prendre Samuel Womack, par exemple, à part que tu l'aies mis toi, Elliott. J'ai hésité à le mettre, honnêtement, mais non, je l'ai pas mis. Parce que Ward Lenoir, c'est une évidence. Reynardo Green, ça me paraît logique. Yadom, tu en as dit beaucoup de bien l'année dernière quand on l'a recruté. Ces quatre-là de base. Ensuite, si on part sur 5, Luther ou Rock Yassin, moi je serais sur Rock Yassin parce que je préfère le nom. Mais sinon, voilà. Donc pour moi, il n'y a pas beaucoup de choix à ce niveau-là. Je fais une petite aparté quand même. Ouais, vas-y. Je disais juste, à ce rythme-là, Olivier, tu prends toujours le moins de joueurs, tu n'en auras jamais 53. Hein. Non, comme ça. Là, Olivier, on va arriver aux 3 de Special Team, il en aura 28 dans son effectif, ça va être complètement branle-ballant. Gna. Moi, personnellement, j'en ai 6, j'ai les 6 que vous avez cités, Gonzague et puis 5 plus 1, Kevin. J'ai eu une hésitation avec Samuel Womack, mais ça reste uniquement un tube de l'été d'il y a 2 ans et ça n'a jamais pris en NFL, malheureusement, parce qu'on a cru pendant une pré-saison qu'on avait peut-être un des meilleurs nickelbacks de NFL, mais finalement non. Donc non, Samuel Womack, practice squad, voire coupé, selon. Poste de safety, Kevin. Moi, j'en garde 3 seulement. Je considère qu'Hufanga ne sera pas dans les 53 tout de suite, au moins pour 2-3 semaines. Donc, j'ai pris J.R. Brown, Malik Mostafa et George Odom. Gonzague. Moi, j'en ai 4, et parce que je considère qu'Hufanga sera dans la liste des 53. Hufanga, Brown, Odom, Mostafa. Olivier.
Les mêmes, hein. J'ai fait 4. Et 4 également. Des infos que moi j'ai vu passer, ils sont confiants sur la présence d'Hufanga, pas forcément à 200%, mais en tenue pour la semaine 1. Ils ont l'air confiants du côté des 49ers pour que Hufanga soit présent pour la semaine 1. Et puis derrière, les équipes spéciales, je pense qu'on est tous sur évidemment Jake Moody, Mitch Wishnowsky et Taybor Pepper. À moins que quelqu'un s'est dit, tiens, je vais mettre Presley Harvin en tant que punter. Oui, Kevin, Mais t'es sur ça quel Oui. bon match, mais quel bon match. Non mais attends, quel bon match. très bon punter, Presley Harvin. je l'ai trouvé exceptionnel. Et puis, bizarrement, Mitch Wishnowsky a quand même 32 piges, Presley Harvin n'a que 25. Non, mais c'est un délire, oui. Wishnowsky, en même temps, c'est le problème des Australiens qui arrivent du coup très tard en NCAA et qui sont draftés très vieux. Tory Taylor, le punter qui a été drafté très tôt par les Bears cette année, a déjà 27 ans et c'est un rookie. Effectivement. Alors non, je pense pas qu'Harvin va prendre la place de Wishnowsky. Par contre, ça se peut que Wishnowsky ne soit pas prêt semaine 1. Et là, Harvin fait un gros impact. Et là, on se pose sérieusement la question, qu'est-ce qu'on fait ? Mais non, je considère qu'Harvin va être dans les 53 parce que je me dis que Wishnowsky peut les rater à cause de sa blessure. On ne sait pas trop où il en est. Il y a très peu de communication là-dessus. Mais voilà. Sinon, si Wishnowsky est prêt, effectivement, Harvin prendra la porte. J'ai bien aimé ce que j'ai vu d'Harvin, je suis d'accord. Et puis, bon punter, il a fait des bonnes choses, je trouve, en NFL. Après, je pense que Wishnowsky nous a montré l'année dernière, quand il est sur le terrain, que c'est un des tout meilleurs punters de NFL, là où Presley Harvin s'est fait couper pour une raison. Et Wishnowsky, en plus, on le paye bien. Donc, je pense que la question aussi contractuelle, tu coupes pas un mec que tu payes bien. Surtout sur le poste de punter, en plus. Ça fait 53, à part pour Olivier qui s'arrête à 41, je crois. Non, c'est lui. Mais c'est pas possible d'être comme ça avec moi. Vous savez pas compter, c'est tout. Ah. S'il y a des auditeurs qui ont du temps à perdre, qu'ils comptent à chaque fois que Olivier dit un chiffre pour ses équipes, qu'on se retrouve à savoir quel nombre il a à la fin. S'il en a trop ou pas assez, je pense qu'il n'en a pas assez. Est-ce qu'il y a des petits joueurs dont vous voulez balancer le nom qui pourraient être intéressants en practice squad notamment ? Moi, j'en ai quelques-uns. Je me permets. J'en pose une petite pour Frank Darby, dont on a vu des bonnes choses contre les Titans. Sympathique receveur qui avait fait. Il a été coupé, il me semble. D'accord, donc je ferme ma bouche. Oui, il a été coupé la semaine dernière. Superbe. Juste après son très bon match contre les Titans, d'ailleurs, il a été coupé. Ok. J'en ai une petite pour un mec qui sera sûrement coupé également dans les jours à venir, à savoir Evan Anderson, le defensive tackle. Parce que je trouve sympa qu'on ait, au moins dans notre practice squad, un vrai pur nose tackle. Lui, il n'y a pas d'hésitation. Le mec, c'est gap 0. Le mec, il fait 2 mètres, 160 kilos, monstrueux. Et apparemment, il a bien surpris pendant les camps des infos que j'ai eu. Et c'est un mec non drafté. Donc pourquoi pas, à voir. Voilà. Et moi, puis Drake Nugent, parce qu'apparemment, il était pas mal en camp. Et puis que c'était un bon centre en NCAA avec Michigan. Moi, je garderais bien aussi sur le practice squad un Tatum Bethune, que j'ai trouvé plutôt intéressant aussi en pré-saison. Lui, s'il n'est pas dans les 53, c'est un mec qui a été drafté, donc il sera un minimum practice squad, ça c'est sûr et certain. Il était plutôt intéressant sur certains flashs, et puis il n'y aura pas de place en linebacker pour lui dans les 53 de toute façon, avec ou sans Greenlaw, donc c'est ça. Je le vois dans le practice squad. Vous avez cité exactement les trois que je voulais citer, Drake Nugent, et en effet Tatum et Kingston, parce que fin de draft et qu'ils ont montré en effet de belles choses et sur lesquelles j'ai tellement charrié après la draft qu'ils ont droit à mon mea culpa. Donc voilà, je passe sur ces trois-là. Mais Nugent, en effet, je suis d'accord avec Elliott, typiquement un joueur qui, pour moi, doit être impérativement dans notre practice squad parce qu'il y a quelque chose à en faire. Puis Bethune, parce qu'il a un nom super quand même. C'est quand même le mec, son nom de famille, c'est une ville du Nord, très sympathique. Vivement qu'on draft en 7e tour dans 8 ans Michael Roubaix, ce sera pas mal. Un humour de vieux, Elliott, c'est inquiétant. Non, mais je suis un vieux dans un corps de jeune vieux. Donc c'est ça pour nos 53. La saison, elle va arriver à grands pas. Maintenant, on va se poser la vraie question qu'il faut se poser, parce que je pense que notre prochaine émission, ce sera au final la preview du premier match de la saison. Donc là, on va se poser les vraies questions qui fâchent. Kevin, quel sera notre bilan ? Je parle pas encore de playoff. On est tous d'accord, je pense, tous les 4, et puis tous les fans de Fortnite pour dire qu'on sera en playoff, c'est pas la question. On ne parle pas encore de ce qu'on va faire en playoff. Quel sera notre bilan à la fin de la saison, selon toi ? Là, je pense que je vais péter le plafond, parce que je pense qu'on s'oriente vers une saison historique à 17-0, messieurs dames.
Oh là 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 là. Parce que j'ai regardé le calendrier. Honnêtement, il y a que Kansas City qui peut se présenter face à nous en favori. Et je pense que cette année, on va être meilleur que Kansas City. Le reste, j'imagine qu'on va citer le calendrier rapidement, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est prévu, effectivement, je vais citer le calendrier rapidement en fin d'épisode. Gonzague. C'est trop d'émotions là d'un coup. Là. Écoute, moi je suis quelqu'un d'un peu plus modéré. Je suis très hésitant entre 14-3 et 13-4. Soyez en passant, moi qui suis un vieux boomer, j'ai toujours du mal à faire des pronostics sur 17 matchs. Je reste toujours sur 16 matchs, j'étais à 12-4 à la base. Mais allez, on va partir, parce que je pense que comme n'importe quelle équipe, on peut avoir un trou d'air en cours d'année. Je vais partir sur 13-4. Olivier. Ça sera comme l'année dernière à peu près, on va être ou 12 ou 13 victoires, pas plus. Et moi, j'étais sur 13-4 également. Et je vais répéter ce que je dis et la chose pour laquelle je me fais insulter pour tous les ans par les camarades. On va perdre un match contre les Seahawks. Alors, ça fait 2 ans que c'est pas le cas. Ça fait 2 ans que ma prédiction se continue. Et c'est pour ça aussi que je continue cette prédiction. Je dis qu'on va perdre un match contre les Seahawks et on va pas en perdre un. Mais je dis juste que, statistiquement, il y a des chances que... Et puis, non, je ne vois pas en 17-0 parce que on est une équipe qui va gagner les gros matchs. Je le sens. On va gagner contre les Chiefs. On va gagner contre les Cowboys. On va gagner contre les Bills. Ça, je le sens. Mais par contre, on est une équipe qui peut se faire piéger contre n'importe qui. On peut perdre un match de débilos contre les Bucks ou contre les Rams ou contre les Dolphins, tu vois. Donc, non, 17-0, je pense qu'en NFL aujourd'hui, en 2024, j'ai beaucoup de mal à le voir arriver. Et je pense que personne ne le fera avant très longtemps et ça sera pas nous. Mais numéro 1 de NFC, numéro 1 de NFC West, sans trop de problèmes quand même. Je vais citer rapidement le calendrier de notre saison. Début le 9 septembre du coup à la maison au Levi's Stadium contre les Jets. Ensuite on ira à Minnesota, on ira chez les Rams, donc match à domicile. Réception des Patriots, réception des Cardinals, match chez les Seahawks, réception des Chiefs, réception des Cowboys. Putain, en plus les grosses équipes on les joue chez nous, ça c'est pas mal. Bye week en semaine 9, encore une fois magnifique, milieu de saison bye week, c'est nickel. Match chez les Buccaneers, réception des Seahawks, match chez les Packers, match chez les Bills. Donc putain, Packers et Bills en fin novembre, début décembre, il va falloir sortir les moufles. Réception des Bears, réception des Rams, match à Miami, réception des Lions, et on terminera un match du côté de Arizona. Donc voilà, entre 17-0 et 13-4. Il y a quand même des beaux matchs, hein, on a quand même des beaux adversaires dans le lot, hein. Les Chiefs, les Cowboys, les Bills, les Lions, les Dolphins. Il y a quand même du beau linge face à nous cette année. Ouais, puis quand t'entends Kevin qui est qui part sur le 17-0, enfin, moi je sais pas, mais on va jouer les Chiefs, donc jusqu'à nouvel ordre, bon, c'est toujours meilleur que Purdy, donc le problème il restera entier pour les battre. Ensuite on va aller jouer les Packers chez eux, il va faire moins 100 000 et on les a sortis. On va jouer les Bills, il va faire moins 100 000 et eux aussi ils vont vouloir s'étalonner face à nous, et on va recevoir les Lions qui vont avoir envie de nous croquer, pardon, pour finir premier de NFC. Et on va tous les péter. Spoiler alerte. On l'espère. Petit rappel quand même que l'année dernière. Bon. Petit rappel quand même que l'année dernière, nous avons terminé la saison en 12-5, pardon. Si je dis pas de bêtises. On va pas oublier, bon, on peut mettre de côté le dernier match contre les Rams, qui était un match de pré-saison. Mais bon, nos défaites, pas nous-mêmes de 3 matchs consécutifs aussi, qui est. Non, mais ça peut éviter. Non, mais je veux dire, nos défaites dans la saison, ça a été face aux Ravens qui était super fort et on s'est fait laminer. Sinon, c'est les Browns qui avaient juste une très très bonne défense, mais globalement rien de plus. Les Bengals qui étaient quand même l'ombre des Bengals à ce moment-là, et les Vikings. Ils avaient leur quarterback, hein. Ouais. Alors ils avaient leur quarterback, mais ils puaient bien la merde à ce moment-là. Avant de nous affronter, ils sentaient bien la merde. Et nous, on sentait bien la merde aussi à ce moment-là. Et les Vikings, qui étaient une équipe moyenne, mais qui avait encore leur quarterback à ce moment-là, mais qui était une équipe moyenne. Donc on perd quand même contre eux, qui n'avaient pas Justin Jefferson d'ailleurs, les Vikings. Donc on perd quand même 5 matchs, dont 4 contre des équipes sur le papier nettement moins fortes que nous quand même. Et par contre, on lamine les Cowboys, on lamine les Eagles.
fort contre les forts, faible contre les faibles. Hein. C'est peut-être ça aussi notre credo. Non, mais c'est ça, tu as parfaitement résumé. Moi, c'est pour ça que je suis parti sur la même prédiction que toi. C'est que je pense en effet que, notamment, il y a certaines équipes, style Brands, tu sais, qui ont toujours été chiants à jouer pour nous. Moi, les Buccaneers, c'est l'équipe casse-couille à jouer par excellence. Hein. Ouais, non, mais c'est les matchs pièges par excellence. Je fais juste une petite aparté sur. Je parlais tout à l'heure du match face aux Seahawks. C'est, je pense, la confrontation que j'attends le plus cette année. Alors, tu me diras, le match face aux Seahawks, c'est toujours un match particulier, on l'attend toujours. Mais alors, notre defensive end face à la nouvelle ligne offensive qu'ils sont en train de bâtir du côté des Seahawks, parce qu'elle commence sérieusement à avoir de la gueule, je suis très, très, très pressé de voir cette confrontation-là. Juste pour rappel, la O-line des Seahawks, qui était autrefois complètement naze, c'est Charles Cross à gauche, Abraham Lucas à droite, Christian Haynes, qui était un de mes gardes préférés de la draft, Connor Williams au centre, et Laken Tomlinson, notre Laken Tomlinson, en left guard. Ça commence vraiment à avoir de la gueule, et j'ai hâte de voir Bossa et Leonard Floyd et nos linebackers affronter cette O-line. Je suis très, très pressé. Alors, gros bisous sur Laken Tomlinson, mais à part chez nous, il a toujours été moyen quand même. Hein. Détroit, il était nul. Il était bon chez nous, et chez les Jets, il était nul. Ah ouais. Sur le papier, ça a de la gueule. J'adore la ligne des Seahawks sur le papier. Il y a des vidéos qui sont sorties du camp d'entraînement des Seahawks où il se fait renverser par des no-name. Ouais, Laken Tomlinson, on repassera. On va partir là-dessus d'ailleurs. Quel est le match que vous attendez le plus cette saison et pour quelle raison, Kevin? Inévitablement les Chiefs. George Kittle en a aussi parlé en interview. Il veut absolument les péter. Deebo Samuel aussi, il a dit qu'ils visent ce match. Ils ont des choses à. Il disait d'ailleurs qu'ils ont revu le match ensemble. Ils ont revu le Super Bowl là en se retrouvant juste avant le camp. Et puis ils se sont dit que s'il y avait un match où il fallait exploser, c'était les Chiefs. Donc j'attends beaucoup de ce match et j'attends évidemment une victoire parce qu'il y en a ras le cul de perdre contre les Chiefs tout simplement. Olivier? Moi, je pense que ce qui va être sympa, c'est l'affrontement contre les Lions. Parce que les Lions, on a vu l'année dernière que c'était une superbe équipe, qui est super bien coachée, qui a une façon de jouer très intéressante. Et quitte à avoir un adversaire, je préfère 100 fois parce que déjà, je pense qu'on avait tous kiffé notre réunion avec Benjamin Bernard. Et je préfère qu'on les ait eux en adversaire plutôt que d'avoir les mecs en vert, là. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Les mecs qui sont contents quand ils gagnent quand il n'y a plus de quarterback. Voilà, quoi. Donc, j'ai beaucoup plus de respect pour les Lions que pour les mecs en vert. Voilà. Attention quand même à l'année de la confirmation pour les Lions. Là, j'ai hâte de voir aussi. Ah, bien sûr. Toujours difficile. Super intéressant, superbe équipe. Donc voilà, moi je kifferais ma race si on se tirait la bourre, nous les Lions, quoi, pour être au top de la NFC, ça serait pour moi ça peut être un match très intéressant. Gonzague, autre que les Seahawks dont tu as parlé, tu as un match que tu attends en particulier? Écoute, moi je vais être très sentimental, mais je vais être un peu Team Olivier là-dessus. Parce que c'est vrai que sur le papier, tu as envie de parler des Chiefs, évidemment, mais les Lions, c'est un tel kiff à voir jouer. On est passé tellement à peu de choses de se faire sortir par eux l'année dernière. Cette équipe, elle a du cœur, elle a de l'avenir, elle est coachée, mais comme jamais par un génie. Honnêtement, je pense que si on est objectif, tout fan des 49ers qu'on est, y a-t-il une équipe plus kiffante en ce moment que les Lions? Franchement, si on est honnête. Non. J'aime bien tes Texans, j'adore les Meco Ryans. Mais en fait, les Lions, l'histoire est belle. En fait, j'ai envie de les jouer et j'ai envie que le meilleur gagne. Exactement, de tenir le même propos qu'on s'est dit l'année dernière en playoff, que le meilleur gagne. Faisons-nous kiffer. Deux équipes absolument sublimes à avoir joué que sont nos 49ers et les Lions. Ce match, ça va être du bonbon, ça va être du bonheur. Toute personne qui veut se mettre au foot américain, mais c'est le match à choisir. Que le meilleur gagne, surtout si c'est nous. Moi, comme je suis un tricheur, j'en ai 3. Parce que je fais ce que je veux. Parce que je fais ce que je veux, en fait. Vous allez faire quoi? C'est moi qui présente. Je vais tous vous couper le montage. On peut pas te couper le montage. Moi, j'en ai 3. Évidemment, les Cowboys. Parce que j'espère qu'on va encore les éclater. Parce qu'il n'y aura pas de match. C'est toujours marrant d'avoir les Cowboys. J'espère que George Kittle aura encore son t-shirt Fuck Dallas. Et qu'il va reprendre une amende de 20 000 balles et qu'il en aura toujours rien à foutre.
On arrive avec tous les titulaires avec des t-shirts fuck Dallas et puis on prend tous des amendes et la franchise Et tout paye, le monde, on a rien à foutre. et tout le monde, non, et puis même pas besoin que la franchise paye, tout le monde prend 20 000 balles, c'est bon, ils touchent des millions et des millions. À la limite, ils se cotiseront pour payer celle de Brock Purdy qui n'a pas encore pécho son salaire, mais j'ai celle-là, j'ai les Dolphins. Moi, le match contre les Dolphins, il m'intéresse de fou. Une attaque de ça va être un test ultime pour notre défense. C'est l'attaque de feu typique de la NFL, hormis nous, mais dans un style totalement différent. Nous, on est très au sol, on va faire évidemment McCaffrey, mais on va faire beaucoup de gains après catch, là où c'est une attaque ultra aérienne à Miami, ça peut être un super test pour notre défense, notamment juste avant les playoffs, parce que c'est un des derniers matchs de la saison. Et puis pour le kiff, premier match de la saison quand même contre les Jets, parce que c'est toujours cool de mettre une branlée aux Jets, et parce que Aaron Rodgers s'est blessé l'année dernière contre Leonard Floyd. Si signe du destin, ça peut être marrant. Ça peut être un peu marrant. Voilà. Ouais. Blague à part sur les Dolphins, quand tu vois le comité de receveurs qu'ils ont, pour l'amour du ciel, Shani, ne nous mets pas Ambry Thomas sur le terrain. Parce que ça va être un découpage en règle. Là, pour le coup, ça va être un découpage en règle. Le massacre. Là, on aura Tyreek Hill déjà dans la end zone et Ambry Thomas qui lèvera les bras après. C'est ça. Et si c'est pas Tyreek Hill, ça va être Jalen Waddle. Non mais au secours, au secours. Non, mais Ambry Thomas qui va se coller à Tyreek Hill avant le snap pour le prendre en homme à homme. Terminé. Oh la vache. Tyreek Hill, il va faire juste un mouvement de hanche. Ambry Thomas, il va se retrouver les 4 fers en l'air. Ah là là. Bon. Ça y est, on a perdu Gonzague. Putain, j'ai l'image en tête. Tu vois des jambes en bas de l'écran, tu vois même plus de bras. Le mec a perdu l'équilibre. Il fait une galipette. Oh, j'espère que ça. Et si, par chance, c'est le match diffusé sur Nickelodeon, t'auras les bruitages en plus. Oh, c'est trop. J'imagine, tu vois un membre qui n'a rien à faire là en bas de l'écran. Ça doit être magnifique. Voilà, Gonzague, il lui en faut pas énormément. Ah oui, on parle d'Ambry Thomas, en même temps, on a bien le droit de rire. C'est vrai. On va passer aux questions avant d'en terminer, alors que j'ai perdu mes 3 compères. On va passer aux questions. On a repris les questions comme Kevin l'avait demandé sur Twitter et sur Facebook. Une question de Maxime pour Olivier. Olivier n'est-il pas triste à l'idée de ne peut-être pas pouvoir hurler sur Ambry Thomas cette année, vu que sa blessure risque d'assurer qu'il ne fera pas les 53? Écoute, comme tu peux l'entendre, Maxime, on a bien rigolé là avec Gonzague et Kevin sur Ambry Thomas, donc t'inquiète pas, vous aurez votre petit point Ambry Thomas toutes les semaines, mais je préfère qu'il soit pas sur le terrain, même si je sais que ça va manquer à pas mal de monde. Kevin, ça va devenir de plus en plus dur pour CMC de maintenir son niveau de jeu. Nous avons certains de nos tauliers qui commencent à prendre de l'âge, Williams et Kittle en particulier. Vu qu'il va aussi falloir sortir la planche à billets pour signer Purdy et qu'il va devenir de plus en plus compliqué de garder la qualité que l'on a dans notre effectif, est-ce que ce serait pas l'année ou jamais pour nos Niners? Bah, pas du tout, j'ai envie de dire. J'ai un peu de mal à comprendre ce discours un peu catastrophe de pas mal de monde. Je regardais un petit peu pour les prochaines années, c'est-à-dire au moins pour les 2 prochaines années, on a encore Nick Bosa, Christian McCaffrey, évidemment Green, Puni, Trent Williams, s'il se met d'accord pour son contrat. On a du Fred Warner, on a du Javon Hargrave, et blablabla, et blablabla. Donc je pense qu'on a largement, et puis Brandon Ayuk évidemment qui va s'ajouter probablement à ça dans les prochains jours. Donc on a largement ce qu'il faut pour continuer à viser le titre, surtout dans une NFC qui est quand même très abordable. En plus on drafte bien, tous les ans on sort 2-3 joueurs qui s'imposent en tant que titulaires sous 1 an ou 2. Donc non, je suis pas plus inquiet que ça, j'ai plus l'impression qu'on construit intelligemment une possible dynastie, une possible franchise qui va perdurer sur les années et qui va être capable de remplacer ces stars par de nouvelles stars. En plus, on est une franchise mythique, donc on attire des gars comme un Christian McCaffrey, par exemple, qui sont des stars établies et qui peuvent venir nous renforcer en cours de route aussi. Donc, non, vraiment pas inquiet et c'est vraiment pas l'année ou jamais. Au contraire, on va plutôt garder notre ossature. Question de Johan, donc la première on y a déjà répondu puisqu'il nous pensait et il demandait si on pensait qu'on pouvait faire une meilleure saison au niveau stats, donc 12-5 que celle de l'année dernière, on y a déjà répondu. Et demande également est-ce que vous sentez cette odeur? Oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça sent. Comment pourrait-il en être autrement? Question de Jean-François Gonzague. La ligne offensive va-t-elle être au niveau pour permettre à notre attaque de stars de s'exprimer à sa juste valeur? Bah, je trouve on a parlé pas mal de nos backups en finale de la ligne offensive, mais quand on aura nos starters sur le terrain, est-ce que on sera au niveau?
Bah, j'ai envie de te dire, si en effet nos starters restent en bonne santé, il n'y a pas de raison qu'on régresse. Trent Williams, c'est toujours au top de sa forme. McKivitz, c'est toujours un peu notre maillon faible, mais il n'y a pas de raison qu'il régresse par rapport à l'année dernière. On devrait upgrader la position de right guard avec Dominic Puni versus Spencer Burford. Et Aaron Banks est l'un des meilleurs à son poste en left guard. Et Brendel fait très bien le taf au poste de centre, même s'il n'est pas le meilleur centre de la ligue. En tout cas, il fait très bien le taf. Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas matière à régresser. Surtout qu'en plus, Purdy, avec un peu de chance, aura encore progressé à un niveau encore supérieur à celui qu'il est. Donc, peut-être qu'il aura encore amélioré son release. Et que donc, ça va permettre à la ligne offensive de pouvoir encore mieux défendre. Donc, oui, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si on reste en bonne santé. Je veux dire, les forces et les faiblesses sont restées les mêmes par rapport à l'année dernière. Ça n'a pas trop changé, en fait. Et enfin, pour finir, on a des questions en rafale posées par José sur Twitter. Donc, on va faire dans l'ordre Kevin, Gonzague, puis Olivier, et puis moi-même. Quel rookie aura le plus grand impact ? Je dirais Reynaldo Green. Gonzague, c'est Joueur de l'ombre. Oh, oui, joueur de l'ombre, pour moi, Dominic Puni. Il va avoir un très gros impact sur le jeu de course. Dominique Puni sans aucune hésitation. Et je vais dire Dominic Puni également, parce qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Quel joueur va le plus nous décevoir ? C'est une bonne question. Tu nous couperas au montage la période de réflexion. Pas nécessairement. Quel joueur va le plus nous décevoir ? Et bah, tu sais quoi, je vais rester sur ce que je pense depuis sa prolongation de contrat, Deebo Samuel. Waouh. Ah ouais, gros parti pris. Alors moi, je vais partir sur un joueur dont la signature a été en soi logique, mais ne m'a pas emballé plus que ça. Je espère vraiment que Greenlaw va se remettre très rapidement, car je ne suis pas convaincu du tout par Campbell, par la signature de Campbell. C'est un joueur quand on a joué les Packers, qu'on a dégoupillé, nous, sur le jeu de course. En fait, c'est un titulaire aux Packers, mais je le trouve un peu surcoté, pour ma part. Et je vois pas pourquoi, d'ailleurs, Dee Winters ne pourrait pas se mêler à la lutte contre lui pour remplacer Greenlaw. J'espère vraiment que Greenlaw va revenir très vite, car Campbell, j'ai peur d'être déçu sur le terrain. Olivier ? Moi, si il re-signe, celui qui va certainement me décevoir, c'est Brandon Ayuk. Parce que je pense qu'une fois qu'il aura pris son chèque, il va s'en branler. Et donc, on va avoir une gros boulet sur le terrain. Voilà. Et moi, alors ça, c'est pas tant une déception parce que j'en attends rien, mais vous n'êtes pas prêts pour la saison désastreuse que va faire Colton McKivitz. Je sens... Tu l'as dit, Kevin, il est en difficulté en pré-saison contre les remplaçants, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut être sérieux 2 minutes. Il m'a pas convaincu l'année dernière, il m'a pas convaincu en pré-saison et il va pas me convaincre l'année prochaine. Et ça reste pour moi toujours notre plus gros point noir de notre effectif. C'est le moins bon titulaire, c'est sûr. C'est ça. Quel joueur va nous surprendre le plus dans le bon sens, pour les bonnes raisons ? Je vais dire Jawan Jennings. Je pense qu'il peut prendre une place encore plus importante. Là, le staff s'est fait un peu peur avec Brandon Ayuk et je pense qu'ils vont essayer de le faire monter un petit peu. J'ai beaucoup de mal à cette question-là. Mais de ce que j'en ai vu hier, sur quelques jeux, il ne va pas en avoir beaucoup. Mais je pense que s'il est bien utilisé intelligemment, Jacob Cowing peut être un key player pour nous, pas mal du tout. Alors, il va faire 10 snaps, 15 snaps, grand max sur un match. Mais un peu comme Chris Conley, il peut être ce joueur à impact, en fait, ce key player qui va nous électriser au cours de la saison. J'y crois. En tout cas, j'ai vu de belles choses et j'y crois. J'ai vu un journaliste aujourd'hui s'enflammer un peu en se demandant si Jacob Cowing pouvait être le Tank Dell de cette saison. N'exagérons rien quand même. Ouais, calmaté quand même. Très doucement, quoi. Pour moi, ce que j'espère, c'est que ce soit Jordan Mason qui explose véritablement, à être un numéro 1 bis. Ça serait pas une bonne chose si Jordan Mason se montre beaucoup. C'est pas faux. J'espère, hein, mais c'est pas faux. Moi, j'en avais 2, mais bon, là, je vais faire un choix parce que je vais pas non plus abuser à dire trop de monde à chaque fois. Je pense que c'est l'année où J.R. Brown va nous prouver que c'est un putain de superbe safety.
Je pense sincèrement qu'il va nous prouver. Il a été performant dès sa saison rookie alors qu'on n'attendait pas à ce qu'il joue. Moi, je pense qu'en saison 2, ça va être super et qu'on va vraiment voir que c'est un superbe joueur. Alors, et enfin, juste, je vais faire une petite aparté aussi sur un autre joueur. Je maintiens ce que j'ai dit sur. Oui, bah excuse-moi. Moi aussi, c'est un peu mon émission aussi. Voilà. Et comme toi, je change un peu les règles. Ça y est. Voilà. Ça y est. Je me rebelle. C'est ça le problème. Je fais un petit. Olivier, si tu laisses pas parler, on est encore là jusqu'à 8h du mat. C'est ça. Je fais juste un petit rappel de la confrontation Hufanga-Malik Mustafa, car je pense que Mustafa, à côté de Brown, peut nous montrer de très très belles choses aussi. C'est pour l'avenir vraiment, Mustafa. Hein. J'ai du mal à le voir avoir un vrai impact saison 1. Justement, il va te surprendre. Et ben si c'est ça, moi je cite juste le nom auquel je pensais parce qu'il n'y a pas de raison. On n'en parle jamais, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle quasiment pas. Malik Collins, juste Malik Collins, vraiment. On va voir que c'est un pur superbe defensive tackle de l'ombre, donc on n'en parle jamais. Ouais, soyons fous, Robert Bill va mettre Nick Bosa sur le banc. On n'est plus rien à foutre. Ah, on en a rien à foutre comme ça. Ok. Sachant qu'il jouera de notre côté, je vois pas trop comment, mais bon, vas-y, si tu veux. Allez, on y va, c'est la saison de l'explosion de Jalen Moore. Allez, c'est parti. Trent Williams peut partir à la retraite tranquille. Explosion dans quel sens du terme? C'est surtout ça, quoi, je veux dire. Et la dernière question, Kevin y a un peu répondu, mais on va tous y répondre. Vrai ou faux, cette saison, c'est la meilleure chance et peut-être la dernière pour gagner le Super Bowl. Kevin, loin de là. Gonzague? Alors non plus, mais je comprends la question. Olivier? Totalement d'accord avec Kevin. Loin de là, on a du matos et on va continuer à avoir du matos parce qu'on est bien géré. Alors, la dernière, clairement pas. La meilleure, pas forcément. Moi, j'ai l'impression que l'effectif, il peut peut-être arriver à maturité l'année prochaine. Non, c'est vrai. C'est vrai. Après, maturité l'année prochaine, si on la prend cette année, et je vais être le dernier à me plaindre. Et puis on peut prendre les deux aussi. Oui, non, mais... Et qu'on prenne les deux, tant qu'à faire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de supporters, et à juste titre des 49ers, qui restent encore choqués de la dégringolade qu'on a pu connaître après notre Super Bowl face aux Ravens, où la gestion des contrats, c'était pas le même manager général, c'était pas la même, et c'est vrai qu'il y avait un côté all-in sur cette saison-là, et je pense que les années de merde qui s'en sont suivies ont choqué beaucoup de supporters de cette époque-là. Donc je peux comprendre ce côté, on se fait kiffer en ce moment, combien de temps ça va durer, et est-ce que derrière ce sera la merde? Non, la réponse, voilà, juste pour rassurer tous ces auditeurs, ce ne sera pas la merde, car on n'a pas le même front office. C'est admirablement bien géré par Agmarat et par John Lynch. Voilà, ne soyez pas inquiets. On arrive toujours au travers de nos rookies et au travers de nos recrutements à se renouveler. Donc oui, il y a des joueurs majeurs qui vont partir. Et ben vous savez quoi? Ils seront parfaitement remplacés. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je rejoins Kevin. C'est que on aura toujours du mieux. Oui, Kittle un jour va partir. Oui, un jour Hufanga va partir. Et ben vous savez quoi? Ben on aura la relève à ce moment-là. Voilà. Et puis ce que je trouve très important dans une franchise et qu'on n'a jamais eu dans toutes les périodes creuses, ou en tout cas les pics qui se sont suivis par des périodes creuses, c'est que cette fois, on a le franchise quarterback et tout s'organise dans une franchise NFL autour de ce joueur-là et on l'a. Et ça fait beaucoup parce que y a du monde qui va vouloir jouer avec un Brock Purdy. Je pense que ça va beaucoup nous aider. C'est une évidence. Le point central, il est là. On est passé de vos quarterbacks préférés à Kevin et Gonzague, qui sont deux quarterbacks moyennas, Alex Smith et Colin Kaepernick pour les citer, ensuite avoir pas de quarterback, puis Jimmy G, et maintenant on a un vrai quarterback. On a un vrai quarterback qui est jeune, qui a l'air de vouloir, qui s'est intégré complètement. Et moi je pense qu'on est tranquille pendant 10 ans minimum, on est tranquille. Tant que Purdy est là en bonne santé et qu'on va garder Shanahan et Lynch, on fera toujours partie des 4-5 équipes favorites pour le titre chaque année. Tant qu'on sera coaché comme ça, c'est une évidence. Comme l'ont été les Packers quand ils avaient Rodgers, comme toutes ces équipes-là. Sauf qu'en plus, les Packers, eux, ils étaient coachés avec le cul. Oui, ou comme les Saints quand ils avaient Drew Brees. C'est le même. On est parti. Ouais.
Voilà, on est parti pour vivre ça pendant un moment chez nous, parce que entre le coaching staff, le front office et le jeune quarterback, franchise quarterback, vous inquiétez pas les gars, on est là. Je pense qu'on est là pendant un moment, quoi. Mais je comprends pas pourquoi tu as fait une différence entre ne pas avoir de quarterback et avoir Jimmy G. C'était à peu près pareil. Il a pas fait de différence. Hein. Pas entendu de différence. Je suis ravi, Kevin. J'ai pas entendu de Gonzague, différence, j'ai entendu une continuité. Je suis ravi que Kevin ait dit que, en effet, l'important c'est d'avoir le quarterback et que donc on n'avait pas de quarterback à l'époque de Colin Kaepernick. Je suis ravi que Kevin ça sorte de ta On l'avait pas non plus avec Jimmy G. Hein. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit que Kevin a dit qu'il ne croyait pas en Kaepernick. Bravo. Je signale juste que quand on a chuté à ce moment-là, Colin Kaepernick a été mis dehors injustement à cause de ses opinions politiques. Ça c'est vrai. C'est vrai. Sur ces bonnes paroles. Sur ces belles paroles. Hein, on va pas repartir là-dessus, sinon. Non, il y a tout un on va refaire le débat. Non, parce qu'il y a tout un épisode. Si vous aimez vous replonger dans l'histoire de ce podcast et dans les grands moments de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode 20, Smith ou Kaepernick, qui était le meilleur, où vous avez un débat enflammé entre Kevin et Gonzague. On va pas y revenir, tout un épisode existe. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode du coup des 53, de fin de pré-saison, même s'il reste encore une rencontre. Mais bon, c'est de la pré-saison. Nous, on a vraiment hâte que les vrais matchs commencent. On va se retrouver juste avant le début de la saison pour une preview des épisodes. Et puis, comme chaque année, pour nos hot takes, quel joueur de ligne offensive Kevin va envoyer au Pro Bowl cette saison? C'est toute la question. Et qui va nous Spoiler alert, ce sera pas McKivitz. C'est pas ce que tu avais dit l'année dernière? Oui. Allez, merci de nous avoir écoutés. Et comme d'habitude, go Niners. Salut. Go Niners. Ciao. Come